Bonjour à tous et bienvenue à ce premier d'une série de 3 WebEx d'actualité IFRS spécial Covid-19. Déjà, je forme le vœu que vous soyez et vos proches en bonne santé. On est heureux de pouvoir utiliser la technologie existante pour continuer à partager avec vous les actualités comptables et je dois dire qu'elles sont particulièrement denses actuellement. Alors, pour que ce WebEx se passe au mieux, quelques recommandations dans l'utilisation de l'outil. Déjà, il est important que chacun soit en mute. En principe, vous l'êtes de manière automatique, mais veillez à bien le rester pour ne pas perturber la présentation. Ensuite, vous avez la possibilité, et je vous encourage à le faire, hein, à utiliser la chatroom pour poser vos questions. On aura une séance de questions-réponses à la fin et vous aurez la possibilité d'avoir des réponses aux questions que vous poserez. Alors, vous avez une petite icône en haut à droite, c'est celle du milieu dans laquelle vous retrouvez la chatroom. Ensuite, toujours en matière d'utilisation de l'outil, pour pouvoir voir les slides correctement, vous avez plusieurs modes de présentation possibles et que vous pouvez paramétrer avec en bas à droite de votre écran, vous avez 3 petits points. Et en cliquant sur ces 3 petits points, vous avez un menu qui s'affiche avec une option Change Layout. Et là, vous pouvez paramétrer la présentation comme vous le souhaitez. Voilà sur cette partie d'utilisation de l'outil. Alors, donc je vous ai dit que c'était la première d'une série de 3 WebEx. Pourquoi 3 ? Parce que Covid-19 a des incidences très nombreuses, à peu près sur potentiellement tous les postes du bilan et du compte de résultats et des notes annexes. Donc, on a pensé judicieux déjà de rester sur des formats courts parce que les WebEx, c'est bien si ça reste court, mais également de pouvoir de fait prendre le temps d'aborder l'ensemble des sujets de telle manière à vous donner un horizon et vous faire un panorama suffisant des sujets qui potentiellement peuvent vous concerner. Donc, premier WebEx aujourd'hui sur les sujets de tests de dépréciation IAS 36. Demain, on poursuit avec les sujets instruments financiers. Et notez bien mardi, et non pas vendredi comme il était initialement prévu, mais mardi à 14h30, hein, le 3e WebEx sur tous les autres sujets. On a reporté celle de vendredi à mardi parce que on attend. Il y a eu un petit décalage dans la publication d'un certain nombre de publications des instances, et pour nous assurer qu'on intègre bien les dernières discussions et qu'elles se soient bien stabilisées, on a préféré décaler ce dernier WebEx. Voilà. Pendant ces 3 WebEx, eh bien, nous serons accompagnés par Marie Seller, qui est directrice des affaires comptables de l'AMF et qui nous fait l'amitié de nous présenter ces points d'attention et donc qui seront présentés au fil de cette présentation. Voilà. Alors pour la webcast d'aujourd'hui, qui est donc consacrée aux incidences de la crise sur les tests d'impairment des actifs non financiers, j'ai le plaisir d'être accompagné par Françoise Gintrac, qui est associée d'ILS Évaluation et Modélisation Financière, ainsi que de Frédéric Allègre, qui est directeur dans notre fonction technique IFRS. Alors, à l'agenda de ce WebEx, une première partie avec plus particulièrement Frédéric sur les dispositions spécifiques d'IAS 36 dans le contexte Covid-19. On aura ensuite une deuxième partie plus spécialement animée par Françoise sur la mise en œuvre pratique. Et en dernier lieu, on abordera les sujets d'information à présenter en annexe dans les comptes semestriels. Évidemment, c'est également pertinent pour des comptes annuels,
mais également dans le contexte des comptes intérimaires. Alors, commençons par évoquer le contexte particulier des arrêtés de compte au 30 juin qui sont importants parce que finalement, ce sont les premiers arrêtés qui vont traduire les conséquences de la crise Covid-19. C'est une situation caractérisée à la fois par une perturbation forte de l'activité et plus encore par un niveau d'incertitude économique très élevé que vous avez pu observer, qui dépasse celui de 2008 et qui constitue de fait un premier challenge pour l'exercice de prévision ou d'évaluation inhérent à un test d'impairment. D'autre part, deuxième challenge, pour un exercice d'évaluation dans l'immédiat, la priorité de beaucoup d'entre vous, des équipes de management, c'est la gestion de la liquidité et la relance de l'activité et pas tellement la révision des plans stratégiques à long terme. Or, le problème, c'est qu'en dépit de ce double challenge, les règles comptables restent inchangées. L'IASB n'a pas prévu de dérogation à IAS 36 en période de crise. Et d'autre part, les règles de déclenchement et d'évaluation des tests de perte de valeur qui sont prévues par IAS 36 s'appliquent aux arrêtés intérimaires de la même manière que pour les clôtures annuelles. Donc, pas de règles dérogatoires ou allégées au 30 juin 2020. À cela, on peut y ajouter une certaine tension particulière liée au fait qu'une perte de valeur de goodwill comptabilisée est définitive si on affecte la dépréciation au goodwill, même dans les comptes intérimaires. Donc, pas réversible à la clôture annuelle, même si les perspectives se sont améliorées. Ce qui me conduit à poser une première question à l'AMF. Marie, est-ce que la difficulté à établir des prévisions fiables pourrait-elle conduire à différer la réalisation d'un test d'impairment? Oui, bonjour à tous. Avant tout, j'aimerais juste vous rappeler que nous sommes bien sûr conscients des difficultés et du manque de visibilité qu'engendre le contexte actuel. Nous essayons de répondre aux besoins et nous sommes bien sûr à la disposition des sociétés et de leurs commissaires aux comptes pour échanger et, dans la mesure du possible, vous accompagner dans cet environnement qui est particulier. Et en ce qui concerne les comptes semestriels, nous allons certainement publier la semaine prochaine un communiqué. Pour cette question de la réalisation d'un test de dépréciation, IAS 36 est clair que si des indices de perte de valeur sont identifiés, alors un test doit être effectué. Pour les clôtures semestrielles, même si l'épidémie de Covid-19 ne constitue pas en tant que tel un indice de perte de valeur, au regard des exemples d'indices de perte de valeur de la norme, ou sur lesquels je crois nous allons revenir dans un instant, il nous semble que la grande majorité des sociétés devront effectuer des tests car elles auront identifié des indices. Nous comprenons bien sûr que du fait du manque de visibilité, pour certaines sociétés, cet exercice sera délicat, mais il doit néanmoins être effectué. Merci Marie. Donc, si je résume bien, l'inaction n'est pas une option. Donc, puisqu'on n'échappe pas à IAS 36, voyons comment il est possible de l'appliquer dans le contexte particulier de Covid-19. On va aborder un certain nombre de questions. Première question, est-ce qu'il faut faire un test d'impairment et dans quel cas? À quel niveau et dans quel ordre? Avec quel niveau de profondeur d'analyse? Et puis, comment prendre en compte les incertitudes accrues liées à Covid-19? Alors, Frédéric, dans quel contexte et dans quel cas faut-il faire un test d'impairment au 30 juin 2020? Oui, Olivier, donc je commence par rappeler la règle, on le disait, à chaque clôture, qu'elle soit intérimaire ou annuelle, un test de perte de valeur est requis si des sources d'information, internes ou externes, indiquent qu'une perte de valeur est possible. Et comme le disait Marie tout à l'heure, il est sûr que la survenance de la pandémie n'est pas du tout en elle-même un indicateur de perte de valeur. Mais en revanche, il existe dans IAS 36 une liste d'indicateurs que l'on est obligé de considérer au minimum, et on se rend compte que plusieurs d'entre eux pourraient être vraisemblablement présents au 30 juin pour un certain nombre d'entreprises. On peut citer en particulier, parmi ces indicateurs qui sont dans la norme, des performances opérationnelles très inférieures au budget ou une révision à la baisse des budgets, un changement défavorable dans les conditions d'utilisation d'un actif, par exemple les cas de fermeture provisoire, de sous-activité, ou a fortiori si un plan de réorganisation est envisagé,
également un changement défavorable dans l'environnement économique général de l'entité ou de l'actif, et enfin, aussi, autre indicateur, une baisse de valeur boursière en dessous de la valeur nette comptable, qu'il s'agisse de l'entité elle-même, d'une filiale cotée de l'entité ou d'une participation mise en équivalence. Voilà. Merci Frédéric. Alors tu as cité parmi les indicateurs la baisse des valeurs boursières. Alors je me tourne vers Françoise Gintrac pour dresser le panorama des grandes tendances boursières observées par zone géographique et par secteur. Françoise. Oui, merci Olivier et bonjour à tous. Donc quelques éléments effectivement pour avoir une vision sur les marchés boursiers. Comme on a pu tous le constater, depuis la crise sanitaire, on observe une chute brutale des principales places financières qui reflète l'anticipation de la crise financière consécutive à cette crise sanitaire. Donc même si depuis un mois, la plupart des indices des grandes places ont progressé, ils affichent néanmoins des pertes significatives par rapport à leur niveau de la fin de l'année 2019. On constate, et ce que l'on voit sur le graphe, une forte corrélation des différentes places boursières entre elles. Néanmoins, l'ampleur de la baisse est assez variable d'un marché à un autre, avec des marchés américains, le S&P 500, mais y compris le Nasdaq, même s'il n'est pas représenté sur ce graphe, qui ont retrouvé des niveaux plus proches de ceux du 31 décembre, et puis des places européennes qui affichent des retraits de l'ordre de 20-25% par rapport à leur niveau de fin 2019. Alors, ce qu'il faut également noter, c'est aussi que l'environnement boursier actuel est extrêmement volatile. On a un indice de volatilité qui a eu un pic fin février, mois de mars, autour de 80, tant sur les marchés européens que sur les marchés américains, avec, et pour donner une référence, un niveau de volatilité habituel, en tout cas pré-crise, qui était autour de 10. Donc, il est également important de rentrer un peu plus dans le détail de ces tendances générales de marché, et notamment de regarder ce qui se passe d'un point de vue sectoriel. On constate effectivement des fortes disparités dans l'évolution des cours de bourse en fonction des secteurs d'activité. Quelques secteurs rares, mais affichent des pertes très réduites, voire sont légèrement positifs. C'est le cas de tout le secteur de la santé, pharma, et également certains segments de la distribution, notamment sur les produits de base. Quelques secteurs sont assez résistants par rapport au marché. C'est le cas, on le voit sur les graphes, de tout ce qui est télécommunications, utilities. Enfin, certains secteurs, et nous les avons regroupés sur le bas du tableau avec des retraits de plus de 20% par rapport à leur niveau de 2019, sont eux fortement affectés par cette crise. Et évidemment, sans surprise, on a les secteurs des transports, aéronautiques, également l'énergie, qui sont en retrait important. Alors, dernier élément aussi, autre élément à analyser, Frédéric y faisait référence, c'est intéressant aussi de regarder l'évolution des valeurs boursières au regard des valeurs comptables. Donc on a présenté dans ce graphe ce ratio entre les deux, donc en distinguant les sociétés pour lesquelles la capitalisation boursière est supérieure à la valeur comptable, et puis celles où on est inférieur. Compte tenu des disparités au sein de chaque secteur, on a également mentionné le nombre de sociétés qui, au sein de chacun de ces secteurs d'activité, avaient une capitalisation boursière inférieure à la valeur comptable. Et donc, quand on regarde l'ensemble, on constate que aujourd'hui, il y a 51 sociétés parmi le SBF 120 qui ont une valeur boursière inférieure
à leur valeur comptable, alors que ce nombre n'était que de 28 à la fin de l'année 2019. Voilà, donc un ensemble d'éléments et certainement d'autres hein, qui font partie, comme le disait Olivier, de l'analyse qui doit être menée de l'identification ou pas d'un trigger event. Merci Françoise. Alors, dans l'hypothèse où un indice de perte de valeur est confirmé, et bon, on peut s'attendre au regard de ce que tu as présenté que ce soit le cas le plus fréquent, la question suivante est de savoir quels actifs tester, dans quel ordre on le fait et dans quel niveau de granularité. Alors, Frédéric, peux-tu nous expliquer comment procéder? Oui, donc vous le voyez, c'est détaillé sur la slide. Quelques points. Premier point, assez évident, on sait que le goodwill et les actifs incorporels à durée indéfinie font l'objet d'un test annuel, mais ils doivent également être testés dès que survient un indicateur défavorable, sans attendre la prochaine date de réalisation du test annuel. Bon. Deuxième point, en ce qui concerne le niveau de granularité des tests. Le test d'impairment ne se limite pas au goodwill et au groupe d'UGT auxquels ils sont affectés. Il faut aussi tester les UGT individuels. Même si aucun goodwill ne leur est alloué, il faut y tester, bien sûr, s'il existe un indicateur de perte de valeur au niveau de tel ou tel UGT individuel. Donc, attention au fait que les UGT individuels, au niveau desquels se testent les immobilisations corporelles et incorporelles, c'est un niveau de granularité plus fin que les groupes d'UGT servant à tester le goodwill. Et donc, troisième point, à partir du moment où on se retrouve obligé de faire un test d'impairment à deux niveaux, UGT individuel et groupe d'UGT, dans quel ordre faire les tests? Et la réponse, c'est qu'il faut, la réponse imposée par la norme, c'est qu'il faut une approche bottom-up, c'est-à-dire d'abord tester les UGT individuels, ensuite le groupe d'UGT incluant le goodwill. Donc attention à l'ordre dans lequel on fait le test, il n'est pas neutre. En fait, il y a un double enjeu. D'abord, en termes de quantum de la charge d'impairment, ça n'est pas un simple jeu de vase communicant. Je m'explique. Si vous faites le test dans le bon ordre, l'impairment qui aurait été constaté au niveau de l'UGT individuel vient mécaniquement réduire la VNC du groupe d'UGT, donc réduire d'autant un risque d'impairment sur le goodwill. Mais la réciproque n'est pas vraie. Et ensuite, il y a aussi un enjeu en termes de réversibilité de la charge d'impairment qui dépend de la nature de l'actif sur lequel la charge a été constatée. Donc attention, pour finir, pour résumer, si on fait le test dans le mauvais ordre, on s'expose à une double punition, une charge d'impairment plus élevée et en plus non réversible. Voilà, Olivier. Très bien, merci Frédéric. Donc, on a bien compris, toutes choses égales par ailleurs. Si on fait le test dans le bon ordre, on a davantage de chances que la charge d'impairment concerne plus les immobilisations corporelles que le goodwill et donc soit réversible à la clôture. Je note aussi que cette nécessité de conduire les tests au bon niveau de granularité n'est pas sans complexité pratique. Je pense également à un autre problème pratique qui concerne l'établissement des prévisions de flux de trésorerie. Le processus d'établissement des budgets et des plans, des business plans, c'est un process qui est très structuré et structurant pour l'avenir. Ça ne s'improvise pas et ça nécessite des délais qui ne sont pas forcément ceux qui sont habituellement ceux compatibles avec un calendrier de production de comptes semestriels. Alors, comment concilier cela avec l'exigence de faire un test d'impairment dès la clôture intérimaire, Frédéric? Alors, il n'y a pas forcément d'incompatibilité. À notre avis, le degré de profondeur d'analyse dépend du niveau du risque. Et la norme permet d'ailleurs, dans certains cas, de procéder à des approximations. C'est énoncé au paragraphe 23 de l'IS 36. Donc, et puis par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'objectif premier d'un test d'impairment n'est pas nécessairement de faire une évaluation précise de la valeur recouvrable, c'est de s'assurer que cette valeur recouvrable est suffisante par rapport à la VNC. Donc, on peut concevoir tout un continuum d'approches en fonction des circonstances. Ce que nous avons essayé de schématiser dans cette slide grossièrement en trois approches. Donc, à une extrême, à gauche du tableau, vous avez l'approche classique, dans laquelle tout le processus bottom-up de remise à jour des budgets et des plans d'affaires impliquant chaque échelon de la direction a pu être mené.
postérieurement à la pandémie et donc peut fonder les prévisions de la trésorerie. Et à l'autre extrême du tableau, à droite, vous avez l'approche la plus simple qui consiste à partir des valeurs recouvrables telles qu'elles avaient été évaluées à la clôture 2019 et à leur faire subir un exercice de sensibilité élargie. C'est-à-dire que d'abord, on identifie quelles sont les variations d'hypothèse critiques qui seraient nécessaires pour arriver au point de rupture, c'est-à-dire pour effacer le headroom disponible. Et puis ensuite, on regarde si ces amplitudes de variation d'hypothèse sont davantage pessimistes que les scénarios raisonnablement possibles concernant la crise Covid, concernant la poursuite de la crise et la sortie de crise. Et si la réponse est oui, alors il n'y a pas lieu de faire des travaux supplémentaires. Et enfin, entre les deux, dans la colonne du milieu, qui est le cas, qui correspond à un cas où on n'a pas finalisé tout le processus bottom-up de remise à jour des plans d'affaires. L'approche consiste à, c'est un peu une approche top-top, à défaut d'une approche top-down, qui consiste à partir une approche top-top à défaut d'une approche bottom-up, qui consiste à partir du dernier plan d'affaires disponible, en l'occurrence le plan 2019, à le roll forwarder et à le corriger à la marge pour changer le point de départ des cash flows et refléter les scénarios de sortie de crise. Donc, finalement, chaque situation est analysée en fonction de l'appréciation du risque, qui dépend d'un certain nombre de paramètres, notamment, avant tout, l'importance du headroom disponible, l'intensité de l'impact attendu de la crise Covid, et aussi, pour faire le lien avec la slide précédente, et aussi du poids relatif du goodwill et des autres immobilisations dans les actifs à tester. Donc, ce qui compte dans ces approches simplifiées ou dégradées, c'est-à-dire sans remise à jour en profondeur des business plans, c'est de ne pas ignorer toutes les sources d'informations internes ou externes disponibles. Donc, si on passe à la slide suivante, et si l'on récapitule les points d'intention principaux relatifs à la mise à jour des prévisions de cash flow, en conformité avec IAS 36, on a quelques points clés. Premier point, évidemment, si les anciens plans d'affaires sont devenus caducs du fait de la pandémie, il faut les mettre à jour pour refléter les effets économiques de la pandémie. D'autre part, ces effets économiques ne se limitent pas aux effets à court terme de la crise sanitaire. On ne peut pas présumer d'office un retour rapide à la situation pré-crise et une absence totale d'impact sur les cash flows en année terminale des business plans. Mais cela étant dit, l'exercice de mise à jour n'exige pas nécessairement le même niveau de robustesse que le processus habituel d'élaboration des business plans. Des simplifications et approximations sont envisageables, comme on l'a vu précédemment. Ce qui compte, encore une fois, c'est de n'ignorer aucune des sources d'informations internes et externes qui sont disponibles. Donc, pour les sources internes, il convient d'être cohérent avec les guidances données au marché, si elles existent, et aussi, bien sûr, avec les prévisions de trésorerie qui ont été effectuées pour les besoins de la gestion de la liquidité. Pour ce qui est des sources d'informations externes, IAS 36 exige de leur donner le plus de poids dans l'établissement des prévisions. Et donc, il est nécessaire que les prévisions qui sont établies soient cohérentes avec les consensus d'analyse boursier, les prévisions macroéconomiques des banques centrales et ainsi que les autres prévisions d'experts sectoriels indépendants. Voilà, Olivier. Merci Frédéric. Alors, tout à l'heure, Françoise illustrera les données externes disponibles sur le marché auxquelles tu as fait référence. Tu disais, Frédéric, que les prévisions utilisées dans les tests doivent être cohérentes avec les guidances communiquées au marché. Le problème, c'est que de nombreux groupes ont suspendu leur guidance au marché. D'où une question que je voudrais poser à l'AMF. Est-il contradictoire de faire un test d'impairment tout en ayant suspendu la guidance au marché? Marie, qu'en penses-tu? De manière générale, comme vient de l'expliquer Frédéric, la méthodologie qui sera utilisée, la profondeur de la mise à jour des hypothèses est forcément adaptée au niveau de risque. Pour faire ce test, plusieurs possibilités existent et chacun devra déterminer ce qui est le plus pertinent par rapport à sa situation. Donc certains pourraient faire effectivement un calcul de valeur d'utilité à partir de différents scénarios qui seraient pondérés. D'autres pourront retenir un scénario unique. Et tout cela sera bien sûr mis à jour des éléments qui sont connus à date
et des hypothèses sur la reprise d'activité et l'impact sur les flux long terme. Il est aussi possible, d'après la norme, de refléter certains risques dans les taux à travers la prime de risque et non pas dans les flux. Pour les sociétés qui ont abandonné leurs prévisions et qui sont dans l'impossibilité d'en effectuer de nouvelles pour le moment, et notamment pour ceux qui ne peuvent pas faire ce que Frédéric a appelé la sensibilité inversée, une possibilité, il nous semble, pour pallier à ce manque de visibilité, pourrait être d'effectuer une analyse multiscénarii en soulignant le manque de visibilité, bien sûr, et que cela a conduit à retenir ces différents scénarios en indiquant les hypothèses les plus structurantes. On pense par exemple au fait qu'il n'y aurait par exemple pas de changement du comportement des clients à horizon moyen terme. De manière générale, ce qui est important, c'est les hypothèses sur les effets ou l'absence d'effets d'ailleurs sur les projections long terme de la société dans les tests. Merci Marie. Bon, sachant que les tests dans les tests d'impairment, une partie importante de la valeur recouvrable est dans la valeur terminale, alors que également la guidance sur marché est sur des horizons généralement très court terme. Alors, bon, comme on l'a déjà dit, on est dans un contexte d'incertitude significative relative à la durée et à l'intensité des effets économiques de la pandémie. Incertitude qui porte aussi bien sur la levée des restrictions sanitaires que sur l'ampleur des conséquences économiques au-delà de la crise. D'où la question de comment prendre en compte ces incertitudes élevées inhérentes à un contexte de crise économique. Alors, Frédéric, quelles sont les approches possibles? Alors, je commence par faire un petit rappel normatif ou conceptuel. Il y a deux approches pour refléter les incertitudes relatives aux prévisions de cash flow dans un calcul de valeur recouvrable, soit en ajoutant une prime de risque spécifique dans le taux d'actualisation, soit en retenant des scénarios multiples de cash flow et en les pondérant en fonction de leur probabilité d'occurrence. Cette deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode des cash flows attendus. Alors, quels sont les mérites et inconvénients respectifs de ces méthodes? Donc, c'est vrai que dans le contexte actuel de crise et d'incertitude, la méthode des cash flows attendus peut s'avérer particulièrement pertinente puisqu'elle permet de combiner les différents scénarios possibles de sortie de crise. Bon, par exemple, un scénario 1 de retour rapide à la normale après la fin de la crise sanitaire et un déconfinement rapide, et un scénario 2 avec des effets macroéconomiques plus durables et plus profonds de la crise sanitaire. Un avantage important de la méthode des cash flows attendus, c'est de rendre explicite et transparentes les hypothèses qui ont été retenues par le management quant à l'étendue de ces incertitudes. Quant à la méthode entre guillemets traditionnelle, c'est-à-dire avec prime de risque spécifique, elle est concevable lorsque le management n'a pas eu le temps d'ajuster suffisamment les prévisions de cash flow, mais son inconvénient, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de calibrer, de corroborer, d'objectiviser le montant d'une prime de risque spécifique. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la méthode employée, il faut bien veiller à la cohérence entre les flux et les taux. Alors, finalement, toutes les incertitudes sur les cash flows futurs doivent être reflétées, soit dans les taux d'actualisation, soit dans les scénarios de cash flow, mais en veillant à éviter les omissions et les doubles comptages. Merci Frédéric. Alors, dans le contexte actuel, on préconise de privilégier autant que possible le recours aux approches multiscénarii, plutôt que de chercher à évaluer des primes de risque spécifiques. Alors, on vient de couvrir la partie 1 de notre présentation. Avant de passer à la partie 2, je voudrais rappeler en particulier à ceux qui nous ont rejoints après l'introduction que vous avez la possibilité de poser des questions dans la chatroom qui est accessible en cliquant sur un petit bouton en haut à droite de votre écran. Et sachant que nous prendrons les questions et nous y répondrons en fin de séance. Voilà, donc on aborde maintenant une deuxième partie qui est plus pratique sur les points d'attention pour la détermination des valeurs recouvrables, les prévisions de cash flow, les valeurs terminales et les différentes composantes du taux d'actualisation. Alors, donc je passe la parole à Françoise Gintrac. Quelles sont tes recommandations sur ces diverses questions? Merci Olivier. Alors d'abord en préambule sur cette partie des méthodes d'évaluation et de leur mise en œuvre,
je voudrais rappeler que les méthodes d'évaluation traditionnelles demeurent parfaitement applicables. Bien sûr, le contexte actuel de forte volatilité et d'incertitude rend beaucoup plus difficile la mise en œuvre de ces méthodes et donc on constate d'ores et déjà que ça nécessite plus d'analyse, notamment des hypothèses sous-jacentes, que ça nécessite aussi plus de challenge des données prévisionnelles en particulier, et puis évidemment l'exercice comme d'habitude du jugement et du jugement individuel. Le premier élément important, on l'a déjà beaucoup évoqué, mais c'est bien évidemment la mise à jour des prévisions. On constate, et c'est ce que l'on voit sur ce graphe, que le marché, lui, a d'ores et déjà, même si l'exercice est délicat, mis à jour les prévisions, puisque on vous présente là les écarts qui existent dans les prévisionnels qui sont réalisés par les analystes qui suivent les valeurs de l'Eurostoxx 600, donc les écarts entre les prévisions qu'ils faisaient à la fin de l'année 2019 et les prévisions qu'ils font aujourd'hui en ce qui concerne l'exercice 2020, qui est dans la partie haute du tableau, que ce soit sur les revenus, l'EBITDA ou le résultat net. Ils ont également mis à jour leur prévisionnel pour l'année suivante, pour l'année 2021. Et puis, on le verra dans le slide suivant sur l'année 2022. Plus de 95% des prévisions à moyen terme faites par les analystes pour l'Eurostoxx 600 ont été mises à jour. Ce que l'on constate, c'est le point important et qui vient corroborer ce qu'on observait sur l'évolution des valeurs boursières tout à l'heure et des indices, c'est effectivement une très forte disparité sectorielle à nouveau dans l'impact qu'il est anticipé de cette crise sur les revenus, sur l'EBITDA ou sur le résultat net. Donc, si on regarde aussi maintenant donc sur les prévisions également jusqu'en 2022 et que on les compare entre elles, ce que l'on constate, c'est que il est anticipé par le marché, en tout cas les analystes, que cette crise économique ait des impacts sur non seulement l'année 2020, mais également encore de manière significative sur l'année 2021 et également sur l'année 2022, où c'est seulement en 2022 que pour quelques secteurs, qui sont toujours les mêmes, pharma et utilities, uniquement pour ces secteurs-là, d'après les analystes, on serait revenu au niveau antérieur, c'est-à-dire au niveau qui était prévu à la fin de l'année dernière pour ces sociétés-là. Donc ça, c'est un certain nombre d'indicateurs aussi qui peuvent servir les entreprises, les émetteurs pour la préparation de leurs propres prévisions. L'autre élément important dans l'élaboration et la mise à jour de ces prévisions, c'est effectivement de se rapprocher des prévisions macroéconomiques qui peuvent être faites. Et comme le disait aussi Marie tout à l'heure, il faut effectivement privilégier des scénarios et notamment en particulier se caler aux scénarios de reprise économique qui ont pu être élaborés par les États, les grandes institutions financières. Et on a notamment ces célèbres courbes de reprise en V, la courbe de reprise rapide qui aujourd'hui est quand même très peu probable, la courbe U et la courbe L que l'on a présentée ci-dessus et qui permettent effectivement d'aider à construire des scénarios de projection en fonction du calendrier de la reprise. Également, évidemment, se rapprocher des prévisionnels qui peuvent être faits pour les grands agrégats macroéconomiques comme la croissance ou décroissance prévue du PNB et l'inflation également, qui sont des agrégats importants. On peut maintenant peut-être faire un petit focus sur quelques points particuliers de l'élaboration des prévisions.
et des petites questions pratiques qui peuvent se poser. Alors, première question, c'est la prise en compte des mesures gouvernementales qui ont pu être mises en œuvre dans certains États. Eh bien, la réponse est que l'on peut effectivement prendre en compte ces mesures si elles étaient, bien évidemment, si elles ont été annoncées, et dans la mesure où elles compensent des coûts et des absences de revenus qui sont ou qui auraient été normalement inclus dans les cash flows de l'UGT. On peut prendre un exemple, c'est par exemple si une usine est affectée par des mesures de chômage partiel, eh bien lors du test de l'UGT, on pourra prendre en compte dans les cash flows les flux sortants correspondant aux indemnités qui ont été versées aux salariés et puis les flux entrants qui correspondent à l'aide gouvernementale qui a pu être reçue. Pour ce qui est des mesures gouvernementales qui ont été annoncées après la clôture, elles ne pourront être prises en compte que si elles étaient raisonnablement attendues à la clôture. Là aussi, faire preuve de jugement. L'autre question qui peut se poser, c'est la prise en compte des restructurations. Donc là, le principe prévu par IAS 36 s'applique bien évidemment et prescrit de prendre en compte des éléments de restructuration qui ne seraient pas déjà provisionnés. On peut évidemment anticiper qu'avec la crise actuelle, un certain nombre de mesures de réorganisation, restructuration pourraient être prises rapidement, d'ailleurs plus ou moins rapidement, mais dans un avenir proche par un certain nombre de sociétés. Donc, non prise en compte de ces éléments à partir du moment où ils ne sont pas provisionnés. Par contre, n'oublions pas que ces éléments peuvent éventuellement être pris en compte dans le cadre d'une valeur de l'appréciation d'une valeur de marché. Autre point d'attention sur l'élaboration des prévisions, c'est l'exposition aux pays émergents. On constate sur les marchés effectivement une plus grande dégradation des valeurs boursières des pays émergents. On constate également une dégradation des devises des pays émergents et donc de manière générale, je dirais, un accroissement du risque pays pour les pays les plus risqués. Il est donc important, lors de la révision des prévisions, de correctement intégrer ça dans les éléments prévisionnels. Autre question pratique qui peut se poser, c'est la durée des prévisions. Est-ce qu'on peut revoir cette durée? La réponse est oui, parce que effectivement, ce qui se passe peut conduire à considérer que si avant on élaborait des prévisions sur 3 ans, eh bien dans le contexte actuel, et c'est ce qu'on a vu avec d'ailleurs notamment l'analyse des prévisionnels faits par les analystes, on peut penser qu'il faudra peut-être plus de 3 ans pour atteindre un niveau normatif. Donc, par exemple, rallonger des prévisions sur 5 ans, dans la mesure où on demeure toujours en ligne avec les recommandations des S36, nous semble tout à fait possible. L'autre élément qui vient après ce rallongement de la durée des prévisions, c'est la valeur terminale. Comment la détermine-t-on? Tous les principes habituels s'appliquent, bien évidemment, mais porter une attention toute particulière pour s'assurer qu'on est bien sur un niveau normatif pour estimer la valeur terminale. Enfin, dans le cas de l'élaboration de plusieurs scénarios, encore une fois, qui est quelque chose qui, dans le contexte actuel, nous semble être extrêmement pertinent. Comment prend-on cela en compte dans l'évaluation? Eh bien, on peut tout à fait asseoir un test de dépréciation sur plusieurs scénarios. Dans ce cas, il est d'usage finalement d'estimer la valeur pour chacun des scénarios et ensuite de se poser la question de quelle est la probabilité qui est attachée à chacun de ces scénarios, et on estime donc la valeur attendue comme étant en fait la moyenne pondérée des valeurs.
Voilà pour l'élaboration des prévisions. Autre sujet sur lequel il faut porter beaucoup d'attention dans la réalisation de ces tests et la détermination des valeurs d'usage, c'est le taux d'actualisation. Donc, avec un petit rappel rapide, mais sur la formule de calcul du taux d'actualisation, donc qui est la pondération du coût des fonds propres et du coût de la dette. Là encore, hein, la formule traditionnelle d'estimation du WACC s'applique bien évidemment. Alors, premier élément, c'est le taux sans risque. Là-dessus, vraiment, ce qui est important, c'est, comme d'habitude, d'avoir une parfaite cohérence entre la période, la manière dont on observe le taux sans risque et puis la manière dont on détermine la prime de marché. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le point important parce que dans la période actuelle de forte volatilité, décorréler ces deux éléments aurait encore plus d'impact sur l'estimation des valeurs et donc d'autant plus de risques de conduire à des valeurs erronées. Sur la prime de marché qui fait l'objet de beaucoup d'analyses actuellement, d'observations, ce que l'on a constaté, c'est une augmentation, et ça dans tous les pays, une assez forte, très forte augmentation des primes de marché sur le mois de mars. Et qui petit à petit baisse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au fur et à mesure, on intègre dans l'estimation de ces primes de marché, on intègre des prévisionnels qui sont révisés et qui donc conduisent mécaniquement à la baisse de cette prime de marché. C'est la même chose que ce que l'on observe sur les multiples où effectivement, quand on rapporte les valeurs boursières actuelles à des prévisionnels qui sont plus faibles, effectivement, ça fait aussi remonter les multiples. Il demeure qu'aujourd'hui, la prime de marché, en tout cas en France, se situe à un niveau un petit peu plus élevé que la prime de marché qui était estimée à la fin de l'année 2019. Je ferai aussi un petit point particulier sur la prime de risque spécifique pour différentes raisons. D'abord, la première, c'est que c'est extrêmement important d'être cohérent par rapport à la révision des flux. Donc, si on a révisé les estimations, les prévisionnels de cash flow, bien évidemment, il n'y a pas lieu de prendre en compte de primes de risque spécifiques au titre de ces cash flows. Ça n'est le cas et c'est vraiment, et c'est, je dirais, la méthode ou l'approche qui est la moins à privilégier, mais effectivement, dans l'hypothèse où on n'aurait pas pu être en mesure de réviser les prévisions de cash flow, dans ce cas-là, le risque peut être pris en compte à travers une prime spécifique qui est incluse dans le WACC. Cette prime spécifique, elle peut aussi venir refléter un risque pays. Encore une fois, c'est ce que je disais sur les pays émergents. Il faut y être attentif parce que le risque pays de certains pays émergents a beaucoup évolué ces derniers mois. Donc, être attentif et bien intégré dans le taux d'actualisation ce risque pays éventuellement. Enfin, dernier élément aussi, point d'attention dans la détermination du taux d'actualisation, c'est les spreads de risque crédit des corporates. On le voit sur ce graphe, on a constaté là aussi des évolutions de ces spreads au cours des 3 derniers mois, avec une augmentation des spreads plus importante en fonction des notations et plus importante évidemment pour les sociétés les moins bien notées. Donc, il est important là aussi de bien mettre à jour ces éléments dans la détermination du taux d'actualisation.
Voilà pour le taux d'actualisation. Dernier point, peut-être plus rapide, c'est en ce qui concerne les valeurs de marché. Donc, même si effectivement, on sait que souvent ce sont des valeurs d'utilité qui sont retenues, il demeure que la valeur recouvrable est le plus haut de la valeur de marché ou de la valeur d'utilité. On peut y avoir recours, notamment, je le disais tout à l'heure, dans le cas de restructuration importante qui serait envisagée dans le cadre de transformation nécessaire suite à cette crise et qui, n'ayant pas encore été provisionnées, ne peuvent pas être prises en compte. Donc, si on a recours à des valeurs de marché pour réaliser le test, il faut effectivement être extrêmement vigilant. On a présenté sur ce graphe une petite indication par secteur de l'évolution des multiples d'EBITDA et qui permet de bien voir leur comparaison par rapport aux multiples de l'année dernière, mais également aussi par rapport à des moyennes qui ont été estimées sur long cycle. On est sur 15 ou 20 ans selon les secteurs. Là aussi, les évolutions sont assez disparates et il faut vraiment prendre du recul. En tout cas, s'assurer que les multiples auxquels on fait référence sont bien estimés sur la base d'agrégats qui ont bien été mis à jour. Et ça, c'est certainement le premier écueil que l'on constate quand on observe les marchés. C'est effectivement de bien vérifier les agrégats. Il faut deuxièmement savoir que les transactions pré-crise sont également beaucoup moins pertinentes aujourd'hui pour servir de référence. Donc là aussi beaucoup de prudence. Et donc la recommandation, elle est effectivement de regarder aussi des observations et des analyses sur long terme en ce qui concerne les multiples. En tout cas, une analyse sectorielle, voire par sous-secteur même, nous paraît indispensable pour mettre en œuvre ces méthodes. Merci beaucoup Françoise pour ce panorama qui est intéressant et qui montre aussi l'existence, mais et ça conforte également, c'est une réponse à la nécessité de vérifier les hypothèses externes dans les hypothèses retenues pour la détermination des cash flows futurs. Donc ça clôt cette partie sur les conseils pratiques d'évaluation. Donc, je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions, tant à Marie Seller en tant que régulateur AMF, que Françoise Gintrac pour les aspects évaluation et Frédéric Allègre pour la dimension technique IFRS. Et on prendra quelques minutes à la fin si les questions surviennent, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Mais mettez vos questions tout de suite dans la chatroom si vous en avez. Alors, il nous reste encore une partie à traiter qui est importante, qui porte sur l'information à fournir dans les notes annexes, importante plus particulièrement pour cette clôture au 30 juin, puisque les circonstances opérationnelles et économiques ont fondamentalement changé pour beaucoup d'entreprises depuis le 31 décembre 2019. Or, l'un des principes de d'IAS 34 est de mettre à jour les disclosures des comptes annuels par exception, à chaque fois qu'il y a des changements de circonstances et que donc il est important d'attirer l'attention du lecteur sur ces changements et les hypothèses qui sont retenues. Or ici justement le changement des circonstances fait que les disclosures des derniers comptes annuels sont devenus pour un bon nombre caduques, en tout cas en ce qui concerne les données prospectives. Ils doivent donc être mis à jour de manière substantielle. Alors Frédéric, peux-tu nous dire à quoi on devrait s'attendre ?
Oui, Olivier, donc puisque la crise liée à la pandémie a causé, on le disait, une amplification des incertitudes économiques, c'est d'autant plus nécessaire de fournir des informations aussi complètes et spécifiques que possible concernant les hypothèses et les sensibilités des tests de perte de valeur. Alors, d'un point de vue normatif, ces informations sur les hypothèses et les sensibilités, elles sont requises et évoquées à la fois par IAS 36, à propos des tests de goodwill, mais aussi par IAS 1, qui a une portée beaucoup plus générale, puisque IAS 1 exige une information sur toutes les estimations critiques, c'est-à-dire les estimations pour lesquelles il existe un risque d'ajustement significatif des valeurs comptables du bilan au cours de l'exercice suivant. En ce qui concerne les hypothèses d'estimation, IAS 1 et IAS 36 exigent de décrire leur nature, leur source et d'expliquer aussi leur évolution depuis la dernière clôture. Donc, si on se place dans le contexte du Covid, il va vraisemblablement être nécessaire d'aller un peu plus loin que les disclosures classiques sur les taux d'actualisation et les taux de croissance à long terme et d'entrer dans le dur des hypothèses de prévision de trésorerie elles-mêmes. Les hypothèses critiques à expliciter sont notamment les scénarios de sortie de crise qui ont été retenus par la management et en particulier les délais de retour à la situation pré-crise. Il est également pertinent d'expliciter si la société a eu recours à une méthode multiscénario et, si c'est le cas, d'indiquer les probabilités affectées à chaque scénario. Enfin, il est important également, nous semble-t-il, d'indiquer si on a modifié l'horizon des prévisions. Françoise évoquait dans quelles conditions on pouvait envisager de le faire. Et d'indiquer également si les hypothèses relatives aux valeurs terminales ont été affectées ou non par rapport à l'exercice précédent, par exemple en ce qui concerne le niveau des cash flows en année terminale du business plan. Autre sujet d'importance, les sensibilités. Encore une fois, à la fois IAS 1 et IAS 36 demandent de préciser les sensibilités des valeurs comptables aux variations d'hypothèses, et plus spécifiquement, IAS 36 demande d'indiquer l'ampleur des variations d'hypothèses clés qui sont raisonnablement possibles et qui auraient pour effet de ramener la valeur recouvrable au niveau de la valeur comptable, c'est-à-dire d'effacer la marge de confort du test. Alors, à cet égard, dans le contexte Covid, compte tenu, puisqu'on a un contexte d'amplification des incertitudes inhérentes à la crise, on s'attendrait logiquement à un élargissement de la fourchette d'amplitude des variations d'hypothèses qui sont jugées raisonnablement possibles. Donc on s'attendrait, toutes choses égales par ailleurs, à voir un peu moins qu'avant des disclosures consistant à dire qu'aucune variation d'hypothèse raisonnablement possible n'entraînerait d'impairment. Voilà, Olivier. Merci Frédéric. Alors je me tourne maintenant vers Marie Seller pour partager avec nous les attentes de l'AMF en matière d'information dans l'annexe ou dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2020. Marie. Oui, il nous semble que c'est des informations qui vont être particulièrement suivies par le marché. Aussi, effectivement, il y a une transparence qui est particulièrement attendue sur ce sujet. Les éléments importants, bien sûr, ont été rappelés par Frédéric. Je voudrais peut-être souligner les hypothèses clés qui sont retenues et des explications sur ces variations. On peut citer par exemple la période attendue de retour à des flux pré-épidémiques à échéant, les impacts effectivement sur la durée du plan d'affaires et dans la détermination de la valeur terminale. Et je voudrais insister sur la sensibilité, où il nous semble que des analyses de sensibilité en élargissant l'amplitude des variations d'hypothèses sont particulièrement pertinentes pour pouvoir refléter les incertitudes existant à cette clôture semestrielle. Merci beaucoup Marie. Donc ça clôt notre séance, notre session sur les sujets d'impairment. Alors, vous avez encore la possibilité pendant les quelques secondes qui nous restent de poser vos questions, mais je n'en vois pas dans la chatroom, donc j'en déduis que tout est parfaitement clair et on ne peut que s'en réjouir. Alors, si vous souhaitez davantage d'informations, vous avez la possibilité de retrouver sur le slide suivant un certain nombre d'éléments que vous pourrez utiliser comme point de référence. Nous avons un site général PwC Covid-19 sur lequel vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments.
Des publications également, on a des Q&A qui sont remis à jour, qui sont alimentés et augmentés un petit peu chaque jour sur le sujet d'une manière générale sur Covid-19. Mais et vous avez, j'attire votre attention également sur des publications à venir sur la place par l'AMF, par l'ESMA, par l'ANC dans les jours à venir, qui pourront également vous être utiles et être utilisés comme documents de référence. Voilà, bah écoutez, je vous donne maintenant rendez-vous, les 2 prochains rendez-vous, l'un demain sur les sujets d'instruments financiers à 10 h, et puis la dernière, comme je vous l'ai annoncé au début, qui était prévue initialement vendredi, qui est reportée à mardi, compte tenu du décalage dans les publications attendues, et au cours de laquelle nous aborderons l'ensemble des autres sujets non abordés dans les 2 premières WebEx, et notamment les sujets de présentation de compte de résultats et d'impact sur l'information financière. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à ce WebEx. Je remercie en particulier Marie Seller pour sa contribution, ainsi que toute l'équipe de PwC qui a participé et contribué à la préparation de cet événement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.